bienvenue dans notre émission. Comme vous venez de le remarquer, nous sommes encore une fois devant vous. Et aujourd'hui, nous allons recevoir sur ces plateaux deux hommes politiques de ces pays, un grand homme politique dont vous allez devoir découvrir très bientôt. Et nous allons devoir partager sa vie politique, ce qu'il a connu, comment il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il prétend encore faire. C'est pour très bientôt. Et je vous présente déjà sur ces plateaux, comme je vous l'avais annoncé, je ne suis pas seule. Je vous présente l'honorable Alphonse Angoï Kassanji, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Bijou, et bienvenue. Merci beaucoup honorable. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Honorable, maintenant que nous sommes là, nous avons quelques questions à partager avec vous. La première question est d'abord de vous demander de vous présenter à la population qui est en train de vous suivre maintenant. Je m'appelle Alphonse Angoï Kassanji. Je suis député national. Je suis également gouverneur honoraire de la province du Kasaï oriental que j'ai dirigé pendant plus de 10 ans. Et j'ai été élu aux élections de 2018 ici, respectivement député provincial et sénateur. Pour le moment, j'ai choisi de représenter ma population à l'Assemblée nationale. Justement, merci beaucoup honorable. Partant de cela, vous nous avez dit que vous êtes le gouverneur honoraire de la province du Kasaï oriental. Nous voulons justement savoir, honorable, comment vous êtes arrivé à occuper la tête de la province du Haut-Kasaï, plutôt du Kasaï oriental. Bien, j'avais commencé par être élu en 2006 comme député provincial avec l'intention de postuler au poste de gouverneur. Et c'était fait, donc j'ai été élu député provincial, c'était ma première démarche. La deuxième démarche, c'était de me présenter comme candidat gouverneur. Et à l'époque, j'étais membre de l'Alliance pour la majorité présidentielle, membre cofondateur. Et il s'est fait que l'Alliance pour la majorité présidentielle ne m'avait pas présenté, ne m'avait pas porté comme son candidat. Et j'étais obligé de me présenter comme indépendant. Chemin faisant, dans la dernière minute, après enquête faite sur terrain, à travers les députés provinciaux, l'Alliance pour la majorité présidentielle, l'AMP, avait décidé de soutenir ma candidature au détriment de son candidat Christophe Nkolomono. C'est comme ça que j'ai fui élu le 15 février 2007, gouverneur de la province du Kasaï oriental. Voilà ce que je peux vous dire autour de ça. Mais honorable, vous êtes parmi les rares gouverneurs de la RDC qui ont fait plus de 10 ans à la tête d'une province. On peut savoir, vous tenez sur quoi? C'était quoi le secret? Bien, c'est une bonne question, Madame Bijou. Personne ne nous donnait la chance de présider l'exécutif provincial pendant plus d'une année. Connaissant très bien le comportement de nos frères du Kasaï de l'Est. On dit toujours que les Balouba du Kasaï, Balouba du Bilangi ne peuvent pas se mettre ensemble, ne peuvent pas se mettre d'accord. Mais c'était fait qu'à l'époque, nous étions gouverneurs de la grande province du Kasaï oriental, constituée de 3 districts, le district de Chilengé, le district de Sankourou et le district de Kabinda Lomami. Et donc, notre assemblée provinciale était constituée de les représentants de la population
venant de ces districts-là. Notre management, parce qu'il faut savoir gérer les hommes. Exactement. Il faut savoir se dépasser. Il faut savoir exercer valablement son leadership de manière à rassembler. Voilà ce que j'ai fait. J'ai rassemblé les fils, les filles et les fils de la province, toutes tendances confondues, dans notre diversité culturelle et linguistique. Je les ai rassemblés et tous se retrouvaient à moi. Donc j'étais le père de tout le monde. Et je suis le seul gouverneur qui ait parcouru tous les 16 territoires de la grande province du Kasaï-Oriental. Donc je suis allé partout, j'ai posé les actes partout. J'ai rassuré tout le monde. Et chacun des députés avait un discours envers sa base, vers sa population. Ce qui fait que les désirateurs de la population donc, me parvenaient à travers la représentation provinciale. Et j'ai essayé de rencontrer les désirateurs, dans la mesure du possible, les désirateurs de la population. Et on posait les actes. Donc, je peux dire que mon secret, c'est d'avoir rencontré mes promesses faites à la population. Je dis bien dans la mesure des moyens dont nous disposons. Et j'ai mené la première démarche, la maximisation des recettes. C'était mon premier chantier, parce que la province était une province quasi vide, il n'y avait pas de recettes, l'Amiba était en faillite et les commerçants avaient quitté la province. C'était le départ massif des populations avant que je n'accède à la tête de l'exécutif provincial. Donc il n'y avait pas une production agricole locale, on consommait ce qui venait de l'extérieur, si bien que la misère s'était vraiment accentuée. Donc par le programme agricole que j'avais lancé en 2007, on avait produit massivement, les gens avaient mangé. Et voilà, c'est les signaux forts qui ont fait que la population se retrouvait dans son gouverneur et à travers les représentants de la population, la représentation provinciale. Voilà le secret. Donc, manager, savoir bien manager, savoir rassembler, donc être un leadership rassembleur, mais aussi au-delà du rassemblement, les signaux, rencontrer les désirateurs de la population par les actes posés. Mais alors, honorable, plus de 10 ans à la tête de la province du Kasaï-Oriental et avec plusieurs réalisations justement dans votre actif, certains de vos détracteurs ont jugé votre mandat à la tête de la province de chaotique. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Vous savez, nous avons une classe politique que je peux appeler une certaine classe politique. Je peux appeler une classe politique de la médiocrité, qui n'a pas compris le sens de la politique. Et la politique n'est pas l'art de combattre absolument son adversaire politique avec la démagogie, avec les calomnies, les mensonges, les intoxications, etc. Ce sont les armes non légales dans la politique. Dans les grandes démocraties, on dit ce que quelqu'un a fait et ce qu'il n'a pas fait. Donc vous trouverez que ce que vous avez appelé nos détracteurs vous disent que nous n'avons rien fait. Ils ne reconnaissent rien. Alors qu'il y a des choses faites qui ne l'ont jamais été, mais qui ont vu jour pour la toute première fois avec nous. Je vous parlerai, je vous ai dit, j'ai évoqué l'agriculture. Savez-vous que quand je suis entré en fonction, il y a les commerçants dont le maïs était bloqué au Kasaï central, Kasaï occidental à l'époque. Tout simplement parce que, bon, écoutez, là-bas il s'était dit, quand on envoie notre maïs au Kasaï oriental, nous allons vider le marché et ce qui est rare est cher. Et c'était une décision de l'autorité provinciale.
Alors quand je suis entré en fonction, j'ai trouvé cet état des choses désagréable. J'ai dit, nous avons le même sol. Pourquoi ne pas aussi cultiver, produire local et consommer local? J'ai lancé des programmes agricoles en 2007. Nous avons commencé avec la houe. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné des champs, je suis allé voir les chefs coutumiers, on a parlé, j'ai dit disponibiliser les champs. Vous les gardez, vous tuez, entretuez pour des terres que vous n'exploitez pas. Il y a des terrains vides qui ne sont pas exploités. Et donc, par là, mon premier programme, l'agriculture priorité des priorités, est une activité obligatoire pour tous. Les entreprises étaient obligées d'avoir des champs. La population elle-même, chacun devait avoir son champ. C'était l'objectif. Chacun sa houe, chacun son champ. Et on s'est lancé dans l'agriculture en 2007 avec une conséquence positive que la mesure du maïs appelé méga, qui coûtait 3500 francs, c'est-à-dire autour de 4 $, la production déversée sur le marché, on a ramené le maïs, la mesure du maïs, à moins de 1 $, donc à plus ou moins 55, 65. Et cela a demeuré pendant plusieurs années. Si ça monte, à cause de, parce que la population qui avait quitté, ça varie de saison. Et autour de 1 $. 1 $, donc de 3,5 $ à 1 $. Ça a demeuré de 2007 jusqu'à 2014-15, où nous avons eu d'abord les démembrements des provinces en 2016. Et ça fait que les bassins agricoles qui étaient nous avions Luilou et Ngandajika, Lubaou, les bassins agricoles ont été démembrés vers d'autres provinces. Donc les provinces sœurs de Lomami et Sankourou. Et il fallait rénover, réinitier les foyers agricoles comme le paysanat de Kalenda Kachila à l'époque. C'est ce qu'on avait fait à l'époque. Et il y a aussi les perturbations liées à Kamwena Sapou qui ont ralenti ces efforts-là, mais que nous avons boosté par le programme d'urgence que j'ai obtenu. J'ai obtenu un fonds et ce programme d'urgence doit cette année. Donc la Banque mondiale a consenti de financer notre programme à la hauteur de 200 millions de $ pour financer les programmes d'urgence dont l'agriculture occupe la première place. Donc d'abord ça, l'agriculture. On a commencé avec la houe et on a doté finalement la population de 160 tracteurs. Donc c'était une innovation. Pour la toute première fois, la province consommait l'extérieur et la consommait locale. La première chose. Deuxième chose, la sécurité des personnes et leurs biens. On ne vous dira pas. Ça veut dire qu'à votre époque, on ne parlait pas de la sécurité. Il y avait une insécurité totale. Donc il y avait un phénomène appelé suicidaire. Où on tuait par jour 15 à 20 personnes, les jeunes gens, au polygone minier. Et en dehors du polygone, il y a eu un incident que je peux rappeler à l'époque d'un de mes prédécesseurs, le gouverneur Mbala, donc, où sa résidence, tellement que la population avait marre de ces tueries en série. Et donc elle a amené les corps des personnes tuées à la résidence du gouverneur. Et la garde avait réagi en tuant 3 ou 4 personnes d'ailleurs ce jour-là. Je me rappelle d'un garçon du nom les gens qui ont amené le cadavre. Oui, parce qu'ils ont envahi la résidence de l'autorité provinciale avec les cadavres. Et chaque jour c'était ça. Des pleurs et des grincements de dents en Bujumaï, qui allait se vider de sa jeunesse, la crème de la province. Et donc, nous avons promis de mettre fin à ce phénomène suicidaire et chose promise, chose faite. Donc, j'ai quitté la province, il n'y avait pas. Les suicidaires, on n'en parlait pas, on n'en parlait plus. Éradiqué. Kamwena Sapou, qui a fait rage au Kasaï central, au Kasaï. J'ai mis fin à Kamwena Sapou. J'avais adopté une approche de proximité et donc j'ai impliqué
les notables de chaque coin, de chaque territoire, de manière à dialoguer avec les Kamwena Sapou pour démontrer que Kamwena Sapou était nuisible pour la population. Et donc il fallait nécessairement s'en débarrasser. Parce que il y avait destruction des infrastructures, tueries en série, les incestes, etc. Et donc, quand Kamwena Sapou avait attaqué d'abord le territoire de Kabé et Kamonga, et là, j'ai mené une action. Je tiens à remercier Monseigneur l'évêque du dossier d'Ambujimai qui m'a accompagné dans cette démarche-là. Nous avons scellé la paix à Kabé et Kamonga par une messe présidée par Monseigneur Bernard Kassanda pour mettre fin à Kamwena Sapou dans le territoire de Kabé et Kamonga. Ils avaient ressurgi en venant de Lomami vers Luilou pour attaquer le territoire de Chileng. Ça, c'était une affaire d'une semaine. J'avais réglé ça. Donc, Kamwena Sapou n'était pas arrivé en Mbujimai. Ça, c'est sur le plan de la sécurité. Maintenant, parlons des routes. Est-ce qu'il y avait des routes? Non. En Mbujimai, les camions s'est renversés. On a amené la marchandise des villages vers la ville, mais le camion s'est renversé dans la ville. Mort d'hommes, 15, 16 personnes, tout ça. Les camions s'est renversés en plein. Parce qu'il n'y avait pas de routes urbaines, c'est-à-dire asphaltées. Nous nous sommes employés. D'abord, j'ai attaqué à 45 jours de mon mandat, j'ai attaqué l'asphaltage de l'avenue du boulevard Laurent Désiré Kabila, qui n'existait plus. Il y avait des flaques d'eau partout, tout ça. Moderniser le boulevard, asphalter et moderniser le boulevard. Dites-moi, posez-moi la question, avec quoi j'avais commencé? Juste quelques fûts de bitume. Et à la main, on a commencé à chauffer le bitume avec le bois. À la main. On chauffe et on asphalte. On utilise les compacteurs manuels. Vous avez attendu combien de temps? Au bout de 3 mois, nous avions déjà terminé les travaux du boulevard. Moderniser quelque chose de présentable. Vous voulez dire non, voilà, Mbujimai existe. On a enchaîné avec l'avenue Kalonji, là où mon prédécesseur s'était arrêté, au niveau de Rof Congo. Et on a continué de Rof Congo jusqu'au rond-point de l'Étoile. Donc l'avenue Kalonji était terminée. L'avenue de l'université, qui était coupée en deux, nous avons commencé par réhabiliter la route au niveau du ravin Tima Kaputu, et on a asphalté l'avenue de l'université. Nous avons pris l'avenue Salongo, qui était également devenue un ravin. Nous l'avons restitué et on l'a asphalté. Nous avons également travaillé au niveau de la route nationale numéro 1, donc l'avenue Yinga, à sa sortie vers la ville de Mbujimai en allant vers Chibombo et Kananga. Cette avenue était devenue impraticable, donc on ne pouvait pas passer par là parce que c'était un ravin de plus de 30 ans. Mais honorable, que pouvons-nous retenir de l'AMIBA pendant que vous étiez à la tête? Bon, l'AMIBA, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé l'AMIBA moribonde. Elle était déjà en faillite. C'est au cadre, pour la plupart, était allé en Afrique du Sud. Est-ce que ça ne revenait pas dans vos compétences de voir comment... Non, l'AMIBA, c'est une société qui est marge du ministère du portefeuille au niveau national. Donc le gouverneur n'a aucun mot à dire dans la gestion de l'AMIBA. Alors, voyons, Ngokas, c'est aussi une grande figure dans le monde sportif. Et parlant de ça, à travers Sangaba Lendi, on vous retrouve également là-bas. Comment vous arrivez à mélanger le sport et la politique, justement? Bien, vous savez, moi je suis un grand mécène du football, du sport en général, parce que je l'ai pratiqué toute ma jeunesse. Ah oui. Donc au-delà des études, j'étais d'abord mon enfance j'étais footballeur, j'étais boxeur. Ah oui? J'ai fait le karaté. Donc voilà les 3 disciplines où j'ai évolué. Mais vous avez plus forgé dans le football. Et j'aime ça. Même encadrer les boxeurs, les gens encadrent. Ah oui?
ici. Donc, voilà. Dans le souci d'encadrer la jeunesse, parce que il ne fallait pas que cette jeunesse soit tournée seulement vers l'informel, quelque chose qui ne les occupe pas, où les enfants sont tournés vers les chanvres, fumer les chanvres et l'alcool, etc. Il faut quand même une activité qui les occupe. Et donc, encadrer cette jeunesse, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le football, c'est aussi une activité qui produit pour des pays, pour les jeunes gens, etc. À l'évolution voilà. Donc, par mon encadrement, nous avons aujourd'hui un joueur qui évolue au championnat, pas un seul, plusieurs. Je donne le cas de Christian Lundama, donc qui joue au Champions League au niveau de l'UEFA, donc Galatasaray. Et donc, vous voyez, si je ne les avais pas encadrés, je ne donnerais pas la chance à ces jeunes d'émerger, voilà, de s'épanouir. Et donc, je n'ai pas tout dit par rapport aux réalisations. Il y a un élément important. Ah, nous étions en train de parler des infrastructures. Qu'il faut souligner. Il y a les écoles. 285 écoles aujourd'hui. Vous trouverez des gens qui vivent. Non, 285 écoles construites où ils pensent que ces écoles sont construites à Mbujimaï seulement, à Tchilengé. Oui, à Mbujimaï, nous avons construit. Vous avez Mutombukachi, vous avez Longo, vous avez Makala, Ipro Makala, vous avez Benaka Bongo. Donc les écoles construites à Mbujimaï. Plus d'une dizaine des écoles en Mbujimaï. Vous irez à Tchilengé, vous allez en trouver, Tchinanou, Nkwadi, Nisanga, partout là-bas, les écoles construites. Donc, également, plus de 7 à 8 écoles construites. Vous irez à Kabé-Kamoa, la même chose, Miabi, les items, Pekafuti, etc. Donc, Kabé-Kamoa, vous avez Tchachacha, vous irez à Kenankuna. Donc, les écoles sont disséminées partout. Ça fait un total, là je parle de l'ancienne province du Kasaï oriental. Donc vous irez au Sankuru, vous irez à Lomami, vous trouverez les écoles Kamana, à Kabinda, vous trouverez à Mounyenge, un peu partout. Donc la conséquence positive de ces 285 écoles, ça fait que depuis de 2008 à mon départ ici, on était top 2 de la RDC dans le domaine de l'éducation. Donc, une influence positive en termes d'infrastructure, en termes de résultats au TENAFEP, aux examens d'État, à la dictée, etc., test national. Nos enfants ont brillé et on est top 2 de la RDC. Donc, que peut-on retenir aussi des hôpitaux honorables? Effectivement, on a construit des hôpitaux. Ma première action d'ailleurs fut celle d'amener les équipements ultramodernes. Donc j'avais effectué une mission à Istanbul. Et là, le gouvernement de la Turquie m'avait donné un don. Donc c'était pour la toute première fois qu'un avion Turkish Airlines atterrisse en Dili. Et donc un Airbus A330 avait atterri plein d'équipements ultramodernes avec lesquels nous avions doté les hôpitaux de référence de toute la province. Donc ces équipements sont allés partout. Donc dans tous les territoires, on a doté des hôpitaux de référence. C'était la première action. La construction des infrastructures et la réhabilitation de celles existantes, ça a été notre cheval de bataille. Donc partout vous trouverez des hôpitaux construits à travers la province. Même au fin fond à Katakukombe là-bas, donc vous trouverez les hôpitaux, les centres de santé construits à Lubaou là-bas, partout. Donc ça a été un des grands chantiers, une des grandes réussites, des grandes réalisations du gouverneur Moïse Kassange. Et avec un accent particulier sur Tchilengé, ce qui fut du sud de Tchilengé, qui est devenu Kasaï oriental aujourd'hui. C'est une petite province, mais partout, dans tous les territoires, 3, 4, 5
hôpitaux construits, donc centres de santé, hôpitaux. Donc pour faire accéder notre population, notre objectif c'était que chaque groupement ait au moins un centre de santé. Et on a approché cet objectif-là. Et donc voilà, le domaine de la santé, ce qu'on a fait, le domaine de l'éducation, le domaine des infrastructures. Et nous avons boosté le désenclavement de la province par rapport aux routes nationales. Donc de Kinshasa à Mbujimayi, la route avec les partenaires de l'Union européenne, le gouvernement de la République, la route maintenant va vers Kananga. Et de Kananga à Mbujimayi, il y a une action actuelle, l'actuel chef de l'État de 100 jours où la route a été réhabilitée en terre. Mais l'objectif, parce que nous avions déjà obtenu les fonds, discussion avec la BAD qui avait consenti de financer les tronçons Kananga, Mbujimayi. Et maintenant sur Mbujimayi, Lubumbashi, Mbujimayi Nkumba, il y a une signature d'un contrat avec AFEC. Je crois qu'on doit matérialiser déjà, parce que les études ont été bouclées pour une route asphaltée entre Mbujimayi et Nkumba. Donc voilà ce qu'on a fait. Nous avions également notre objectif de désenclaver notre province à travers le monde, l'ouvrir vers le monde. Et on avait obtenu avec Ethiopian le vol qui venait en Mbujimayi, la toute première fois, Ethiopian, nous connecter à travers toutes ces destinations du monde. Et donc c'était une civilisation apportée au Kasai oriental. Dans le domaine de l'eau et l'électricité, nous avions fait d'abord cibler la ville de Lodja, la ville de Kabinda, la ville de Mweneditu, la ville de Mbujimayi. Toutes ces 4 villes devaient, donc cité, ville, parce que la cité de Ngandajika n'est pas une ville, nous devions donner de l'eau potable à la population. Qu'est-ce qu'on a fait? À Ngandajika, vous avez de l'eau, 24 heures sur 24. À Kabinda, vous avez de l'eau, à travers le projet Prise. Donc, vous avez l'eau à Lodja, sauf à Mbujimayi, où partiellement, c'est-à-dire dans les quartiers périphériques, on a réussi à mettre de l'eau là-bas, donner de l'eau à la population, à travers un projet financé par DFID. DFID, c'est la coopération britannique, qui a sorti 12 millions de dollars, et l'exécutant, c'était la CTB. Mais malheureusement, le projet n'a pas été totalement exécuté. Donc, il y a eu un problème de gestion au niveau de la CTB qui a promis de compléter d'autres forages. Mais déjà, à Bipemba, vous avez de l'eau à travers les réseaux appelés Azurep, Bipemba, Zaba, Nyongolu. Donc, il y a de l'eau. Et puis, avec Fomi, à Dipumba, il y a aussi de l'eau. C'est-à-dire l'eau coule 24 heures sur 24 dans ces quartiers-là. Sauf s'il y a une panne sur le groupe électrogène. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de retrouver, en fait, avec les informations, il y a la maladie de choléra qui a fait incursion dans la province du Kasaï. Et nous voyons justement les gens qui sont en train de chercher de l'eau, les gens qui se plaignent de l'électricité, ça peut être dû à quoi? Pourtant, quand vous étiez là, tout semblait aller. Voilà, donc je poursuivais pour vous dire que pourquoi le projet là n'a pas été exécuté au centre-ville de Mbujimayi. C'est parce que au moment où les appels d'offres étaient lancés, les souscriptions, et puis les déballages, les plis, et une société a gagné, une société chinoise. Au moment où on devait financer les travaux, installer les bases vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une dénonciation, il y a eu manigance, donc la société qui a gagné n'a pas réellement mérité. Et donc la BAD, sur base de cette dénonciation anonyme, je ne sais pas qui l'avait envoyé, c'est toujours, vous voyez, les gens aiment d'une chose et sont contraires à la fois.
Et bon, quand la BAD a reçu la lettre anonyme, elle a arrêté l'exécution du projet pour faire l'enquête et de trouver si l'information était avérée. Les temps de mener les enquêtes qui ont finalement abouti par la non-confirmation de cette dénonciation. Mais néanmoins, il fallait repasser le marché d'une manière beaucoup plus pragmatique, m'avait-il dit, donc le représentant résident m'avait dit ça. Et je l'ai vu d'ailleurs, il est en retraite, je l'ai vu dernièrement. Je dois, en tant que député provincial, voir le nouveau représentant résident pour relancer le processus, parce que c'était quand même un projet important, financé conjointement par la BAD et la KfW pour un montant de 65 millions de dollars. Alors, ça, c'est déjà un acquis. Le projet devra être exécuté, parce que même au niveau de la KfW, ils ont consenti ça. Il y a une innovation importante. Donc, compte tenu des difficultés de l'AMIBA, nous avions également, avec les chefs de l'État, le gouvernement de la République, et les Chinois de la société AFEC, créé une société, donc SACIM, qui produit actuellement plus que l'AMIBA en termes de valeur. Parce qu'ils font un shipment de 10 millions de dollars chaque 2 mois. Et donc c'est quelque chose de plus important pour la province. Et donc là, il y a l'emploi. Plus 1 millier de gens sont engagés là-bas. Et il y a un avantage parce que il y a une centrale hydroélectrique de 12 MW qui a été construite, dont les travaux seront livrés d'ici décembre. On va lancer l'électricité. Donc l'avantage de cette centrale, c'est que nous aurons 6 MW pour alimenter Mbuji-Mayi. Donc les difficultés actuelles, je rejoins maintenant votre question, la souffrance de l'eau à constater actuellement, c'est que la régie des eaux utilise l'électricité qui vient de la centrale hydroélectrique de Tchala. Cette centrale a été construite en 1953. Et aujourd'hui, elle est obsolète. Et il n'y a pas... vétuste, les équipements sont variés, il n'y a pas moyen de donner de l'électricité. Et donc, chaque fois que cette centrale est en panne, vous constatez un mouvement de carence en eau potable. C'est ce qui se passe maintenant. Il y a une panne. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Avec les ressources provinciales, les recettes provinciales, je pourvoyais au carburant. Donc j'achetais le carburant pour la régie des eaux qui alimentait donc avec ces thermiques, les centrales thermiques, et là les thermiques, et on donnait de l'eau. C'était une alternative à la centrale pour donner de l'eau à la population. Alors, si on ne fait pas ça, immédiatement, il y a ce que vous constatez aujourd'hui, les gens vont consommer l'eau de l'Ibilangi avec une conséquence négative, c'est le choléra qui les fait surface. Mais j'avais alerté, ayant vu l'insalubrité qu'il y avait sur la ville de Mbuji-Mayi, j'avais dit, on peut ne serait-ce que curer les caniveaux. Donc, il y a un caniveau qui quitte, qui est devant la prison centrale de Mbuji-Mayi, où les matières fécales coulent, venaient de la prison, coulent sur ce canal. Et c'est devant le gouvernorat de province. Donc j'avais alerté pour dire non, il faut vite faire dégager ces histoires, rendre la ville propre parce que nous risquons de revivre le choléra qu'on avait combattu et éradiqué de la ville de Mbuji-Mayi. Et 2 semaines plus tard, c'était ça. Le choléra a fait recrudescence et voilà, nous avons de nombreux cas de choléra. En tant qu'élu du Kasaï oriental, quel est le conseil que vous pouvez donner aux habitants de cette province? Vous savez, d'abord, à l'autorité provinciale actuelle, le gouverneur Jean Maouja, je sais que le peuple a fondé beaucoup d'espoir en lui, à travers cette alternance politique chez nous. Et donc,
à notre époque, vers la fin, comme je le dis toujours, la politique d'intoxication de la population. Vous dites à la population qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a des millions de dollars qu'on détourne si on ne fait rien, sans connaître la réalité de la gestion, même des recettes, des ressources de la province. Et donc, moi je sais que notre province n'a pas une capacité de mobiliser au-delà de 500 000 dollars actuellement, du moins les données que j'ai. Et donc, mais avec le peu là, il faut quand même donner les signaux positifs. Susceptible de créer de la confiance. Parce que quand le peuple a confiance dans ses autorités, eh ben, les choses vont marcher petit à petit. Et donc, même sans moyens, il y a moyen d'amener le peuple au travail. Ça veut dire qu'il y a la volonté d'abord. Donc, il faut impliquer, mettre l'homme au centre de son action. Quand vous mettez l'homme au centre de son action, responsabiliser l'homme, puis comprendre qu'on ne peut pas manger sans travail. Et le travail, il ne faut pas simplement un travail de bureau. Il ne faut pas croire qu'il y aura du coup des sociétés qui vont venir. Le premier travail qu'on a devant notre portée, devant nous, c'est l'agriculture, c'est le sol. Il faut encadrer ces paysans, il faut envoyer les gens vers l'agriculture, il faut éliminer l'exode rural, c'est-à-dire quelqu'un qui est en ville, sans travail, il fait quoi là-bas? Fumer du chanvre. Il faut l'envoyer au champ. Aller au champ, faire une enquête alors, petit à petit, donc vous surveillez dans les domiciles qui fait quoi. Et en ce moment-là, ça résout automatiquement le problème de la sécurité. Vous connaissez plus ou moins votre population, qui vivent dans votre ville, qui fait quoi, et vous les envoyez au champ. Et au champ, nous avons les services d'agriculture, de la division de l'agriculture, qui sont payés par l'État, mais qui ne font rien. Vous les envoyez encadrer les paysans, vous mettez à leur disposition des semences améliorées, de manière à ce qu'ils produisent assez pour tenir vers 2 saisons de production et en avoir pour leurs besoins, parce que de là ils mangent, de là ils peuvent payer les minervales aux enfants, payer l'habit, etc. Voilà mon conseil, qu'ils mettent le peuple escassayen au centre de son action, qu'ils fassent en sorte que les peu de recettes mobilisées, donner des signaux positifs, commencer à travailler, assainir l'environnement et poser des actions sur le terrain, comme je l'avais fait à mon époque, en lançant les travaux. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vous avez remarqué que nous avons parlé presque de tout. L'honorable Alphonse Ngoïka Sandiki a été vraiment ouvert dans beaucoup de choses que nous avons voulu aujourd'hui découvrir. Et heureusement que vous avez suivi avec moi en réalité ce qui s'est passé, ce qui s'était passé. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir accueilli dans notre émission, honorable. Merci d'être passé ce soir. Merci beaucoup, Madame Bijou.